Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, cher Pierre, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, je suis très heureux de pouvoir conclure vos travaux de ce début de cette fin de matinée, plus exactement, avant que vous repreniez sur d'autres sujets, et de participer à cette 11e conférence internationale de la Fédération française des assurances. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer devant vous à de nombreuses reprises, sous la présidence de Bernard Spitz, que je salue, je l'ai vu tout à l'heure, et je suis très heureux de le faire avec votre présidente nouvellement élue, Florence Lussmann, à qui je souhaite plein succès. Et même si je n'ai pas à me mêler des élections à la Fédération française d'assurance, je peux vous dire que vous avez fait un excellent choix. D'abord parce que Florence est originaire d'Évreux, ce qui me tient à cœur. Donc elle fait partie de mes électeurs. Et surtout parce que c'est une excellente spécialiste du secteur, ce qui est une garantie de succès un peu plus importante que d'être originaire d'Évreux. En tout cas, je tenais à intervenir ce matin parce que vous êtes un secteur essentiel à la vie économique du pays. J'ai toujours eu l'occasion de dire et de répéter que la finance était essentielle à notre pays, que ce soit les banques ou les assureurs, et parce que vous faites, comme le secteur bancaire, face à des défis qui sont sans précédent. Nous avons un contexte économique radicalement nouveau, avec des taux d'intérêt bas, voire négatifs, avec une inflation qui est faible et une croissance qui est insuffisante. Et nous en débattons avec le ministre des Finances du Luxembourg très régulièrement dans le cadre des réunions des ministres des Finances de la zone euro. Et nous devons tous tirer les conséquences de cette situation radicalement nouvelle parce qu'elle va durer. Et que toutes les indications dont nous pouvons disposer aujourd'hui, tous les échanges que je peux avoir avec des économistes, avec des assureurs comme vous, avec des banquiers ou avec des banquiers centraux, j'ai eu l'occasion de faire le point à Washington il y a une dizaine de jours avec Jay Powell très longuement sur ce sujet, je l'ai fait également avec Mario Draghi. Tout indique que les taux d'intérêt resteront durablement bas. Parce que ça n'est pas lié uniquement à la faiblesse de la croissance ou de l'inflation, c'est lié aussi à des problèmes plus structurels. La question de la productivité, dont on parle très souvent avec Agnès Benassi-Kéré dans d'autres cadres, productivité qui est désormais faible dans les pays développés. C'est lié aussi à des problèmes de croissance démographique, qui est très faible dans les pays développés. Et tous ces problèmes structurels font qu'on peut prévoir, je reste prudent, mais qu'on peut prévoir que cette baisse des taux d'intérêt est durable et pérenne. Même chose pour la croissance, qui aujourd'hui est insuffisante. Moi, je plaide, comme vous le savez, avec beaucoup de force pour que nous complétions l'instrument monétaire par un instrument budgétaire beaucoup plus actif, parce que la politique monétaire aujourd'hui est au bout de ses succès, et que la politique budgétaire doit prendre le relais pour donner de la croissance, des emplois et de la prospérité à nos concitoyens. Mais tout cela représente une donne économique qui est inédite pour les responsables politiques comme pour votre secteur d'activité. Pour le secteur financier, cette nouvelle donne dégrade évidemment le rendement des placements à l'actif de votre bilan. Dans un monde où les États émettent des taux d'intérêt négatifs, les nouveaux placements obligataires non seulement ne rapportent plus, mais ils peuvent même commencer à coûter. Or, les placements obligataires représentent l'immense partie de vos investissements. En parallèle, je rappelle que la baisse des taux implique la baisse des taux d'actualisation qui accroît mécaniquement le poids de vos engagements de long terme. Donc nous sommes face à un effet de ciseaux classique, mais dangereux, dans lequel vous avez une baisse de l'actif, une hausse des passifs, qui prend en étau la rentabilité et la solvabilité de vos compagnies d'assurance. Soyez certains que nous en avons parfaitement conscience et que c'est un sujet que nous suivons de très près, que ce soit dans le Haut Conseil des finances publiques, dans le Haut Conseil chargé de la surveillance financière, pour pouvoir en tirer toutes les conséquences. Malgré tout, je tiens à rappeler aussi à tous ceux qui veulent peindre le tableau trop en noir que le secteur de l'assurance demeure stratégique dans notre pays,
doit faire l'objet de toutes nos attentions et, dans le fond, se porte bien, reste un secteur solide de l'activité économique de la France. D'abord, vous représentez à vous seul 2 800 milliards d'euros d'épargne. C'est absolument considérable et c'est stratégique pour le financement de notre pays. Donc s'occuper du secteur assurantiel, vous apporter des réponses à vos inquiétudes, des garanties notamment sur les ratios prudentiels, j'y reviendrai, c'est pas vous faire plaisir uniquement, même si ça me fait plaisir de vous faire plaisir, mais c'est surtout garantir le bon financement de l'économie française. Et c'est garantir la protection de l'épargnant français. Donc défendre les assureurs, c'est défendre l'intérêt général du pays en garantissant un bon financement de notre économie et de la rentabilité aussi pour les épargnants. Par ailleurs, je rappelle que malgré la baisse des taux d'intérêt dont je viens de parler, vous continuez à dégager près de 15 milliards d'euros de bénéfices annuels et vous conservez des bons ratios prudentiels avec un taux de couverture de solvabilité très supérieur à l'exigence minimale requise de 100%. Donc je ne voudrais pas, quand je lis la presse ce matin, j'ai l'impression que je viens dans un secteur absolument sinistré, que c'est dramatique. Non, ça n'est pas vrai. Vous avez fait des travaux considérables, des efforts considérables pour renouveler le secteur, qui aujourd'hui reste solide, stratégique pour le pays, mais qui implique une transformation que nous devons faire collectivement. Et c'est cette transformation dont je voudrais vous parler ce matin, parce que ça me semble une transformation inévitable et irréversible, c'est la transformation du modèle de l'assurance vie. Comme nous parlons de sommes qui sont considérables, qui sont décisives pour les épargnants, et décisives également pour le financement de notre économie, je pense qu'il faut faire les choses progressivement. Et je ne crois pas à la brutalité de décision dans ce domaine. Je pense qu'elle serait contre-productive. J'ai écarté un certain nombre de propositions qui m'avaient été faites lorsque nous avions préparé le projet de loi Pacte, parce qu'elles me paraissaient trop brutales. Même chose pour l'évolution de l'assurance vie. Elle doit évoluer. C'est nécessaire, c'est irréversible. Mais nous devons le faire de façon progressive, parce que toute décision trop brutale dans ce domaine serait, à mon avis, une mauvaise décision. La première transformation à porter, c'est la transformation du fonds euro de l'assurance vie. Le fonds euro, c'est votre produit phare, 1 400 milliards d'euros investis sur un total de 1 700 milliards, c'est absolument considérable. La clé du succès, on la connaît, c'est 3 piliers très simples, une épargne totalement garantie, et les Français sont profondément attachés à la garantie sur leur épargne. Moi, j'ai refusé toute proposition qui consistait à remettre en cause la garantie de l'épargne des Français. Et le rôle du ministre des Finances étant de protéger les Français, de protéger les épargnants, j'ai volontairement écarté toute solution, après discussion avec vous, avec votre président et avec un certain nombre d'assureurs, j'ai écarté toute solution qui consisterait à remettre en cause la garantie sur le capital. Une épargne liquide, qui est disponible à tout moment, et enfin, de bons rendements, avec un cadre fiscal attractif pour les contrats d'assurance vie. C'est ce qui a fait le succès du fonds euro de l'assurance vie. Et dans ce cadre, je considère que le fonds euro garde sa pertinence. Les assureurs français pourront continuer à offrir dans les années qui viennent des rendements positifs en France grâce aux rendements élevés des placements du passé. Les Français connaissent le fonds euro, ils savent que c'est un produit sûr, il a vocation à garder une place importante dans l'épargne des Français. Et là aussi, je ne crois pas du tout à ces discours un peu radicaux et je trouve pas très bien informés qui consistent à parler de la mort du fonds euro, de la disparition du fonds euro. Il gardera sa place dans l'épargne des Français qui ont besoin de stabilité et de prévisibilité. Mais pour autant, la diminution du rendement, elle est certaine. Et prétendre le contraire, ça serait mentir aux épargnants, parce que ni vous ni moi n'avons la possibilité de faire remonter les taux d'intérêt. C'est les banques centrales qui décident, c'est la Banque centrale européenne, et je n'ai pas le sentiment que ça fasse partie de la feuille de route de Christine Lagarde dans les années qui viennent. Donc n'allons pas expliquer aux épargnants, ne vous inquiétez pas, les taux vont remonter et votre rendement va augmenter dans les années qui viennent, n'ayez aucune inquiétude là-dessus, ce serait mentir aux épargnants et ça n'est jamais bon, vous ne l'avez jamais fait et je ne le ferai jamais. Donc on peut avoir une place pour un placement sûr, garanti, solide, tout en tenant compte du fait que la diminution du rendement du fonds euro
est inexorable. Le succès de l'assurance vie a d'ailleurs tenu, à mon sens, à ce discours raisonnable, informé, solide, qui ne donne pas de faux espoirs aux épargnants en servant des rendements excessifs qui, de toute façon, ne seraient pas durables et ne seraient pas soutenables dans la durée. À nous maintenant de faire en sorte de réorienter l'épargne des Français de manière différente, de manière progressive, en tenant compte des attentes des uns et des autres, de ceux qui veulent d'abord de la stabilité par rapport à ceux qui voudront plus de rendement, quitte à prendre des risques un peu plus importants. Avec la loi Pacte, nous avons offert cette possibilité de diversification des placements. Et je pense que tout en gardant, une fois encore, toute sa place au fonds euro, il faut maintenant que chacun des acteurs du secteur financier se serve des possibilités offertes par la loi Pacte pour diversifier les placements des Français. C'est leur intérêt en termes de rendement et c'est l'intérêt de notre économie en termes de financement. C'est maintenant qu'il faut évoluer. C'est maintenant qu'il faut faire bouger les choses, une fois encore, progressivement, mais avec ce double objectif de servir plus de rendement aux Français qui acceptent une part de risque plus importante et de mieux financer notre économie qui s'est trop longtemps financée exclusivement par de la dette. Dans Pacte, nous avons diversifié ces supports d'investissement disponibles pour offrir une alternative complémentaire au fonds euro. Comme vous le savez, la loi Pacte a enrichi les supports en unités de compte des contrats d'assurance vie. La collecte nette sur ces supports en unités de compte, elle était supérieure à 20 milliards d'euros en 2018. Elle est donc très dynamique. 350 milliards d'euros de placements, ce qui montre que les unités de compte sont en développement et permettent d'offrir aux épargnants une palette d'investissement qui est satisfaisante. Vous avez des unités de compte actions cotées, des unités de compte immobilières, des unités de compte sectorielles, thématiques. Et la loi Pacte va permettre désormais d'offrir des supports en unités de compte investis dans des entreprises non cotées. Ce qui va donc permettre à ces nouveaux supports de financer l'ensemble de l'économie française et pas uniquement les entreprises cotées. Concrètement, l'épargnant français, à travers ces nouveaux produits, va pouvoir contribuer à la croissance de notre tissu de PME et d'entreprises de taille intermédiaire et pas uniquement des plus grandes entreprises. Je pense que c'est une excellente nouvelle qui conjugue ce que je vous disais, rendement pour l'épargnant, meilleur financement de notre économie. Ce sont les deux objectifs stratégiques qui sont fixés à ces nouveaux placements. La loi Pacte va imposer également que des unités de compte responsables, vertes, solidaires, soient mises à disposition des assurés le plus rapidement possible. Je tiens beaucoup à cette évolution-là, parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire à de multiples reprises, et encore ce matin lors de la reconstitution du Fonds vert, la finance sera verte ou ne sera pas. C'est votre intérêt d'offrir ces unités de compte, parce que ce sont les attentes des épargnants. Et plus les épargnants seront jeunes, plus ils auront des attentes en termes de finances vertes. Ils veulent avoir la garantie que l'argent qu'ils placent non seulement leur rapporte, mais ce qui est nouveau, qu'il est utile à l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il est utile à la lutte contre le réchauffement climatique et à l'accompagnement de la transition énergétique. Donc je ne saurais trop vous inciter à vous engager massivement, radicalement vers la finance verte, parce que c'est votre intérêt et c'est l'intérêt collectif. Deuxième orientation de la loi Pacte, nous voulons donner un nouvel élan au fonds Eurocroissance. Vous me direz, vaste programme, parce que d'autres s'y sont essayés avant moi et ont eu du mal. Mais je pense que cette fois-ci, le moment est venu et que nous allons y arriver. Nous allons y arriver parce que nous avons tenu compte des échecs précédents sur la complexité du dispositif, sur un certain nombre d'obstacles qui ont empêché ce fonds Eurocroissance de se développer alors même qu'il peut afficher des rendements très dynamiques. Le concept du fonds Eurocroissance reste un concept excellent. Garantie à terme, meilleur rendement, ce qui permet de concilier sécurité à l'échéance choisie par l'épargnant et placement plus dynamique avant cette échéance. Donc c'est une option qui me paraît très intéressante pour tous ceux qui ont un horizon d'un peu plus long terme et qui veulent, à la fin de cet horizon, en échange du temps qu'ils donnent à leur épargne, un rendement plus important au bout du compte. Donc je crois que c'est une des conditions du succès de ce fonds Eurocroissance.
Nous avons également tiré, comme je vous le disais, toutes les conséquences en termes de simplicité, de flexibilité, de lisibilité pour les assurés. Contrairement à l'euro-croissance actuelle, les assurés pourront connaître à tout moment le rendement de leur fonds euro-croissance. C'est un changement complet qui donne de la lisibilité à l'épargnant. Il sait quel va être le rendement du fonds dans lequel il place son épargne. Et je pense que cette garantie de transparence sur le rendement du fonds euro-croissance sera une garantie de succès de ce produit. C'est un des éléments que nous avons corrigés pour tenir compte du fait que, effectivement, dans le passé, ça n'a pas marché, mais comme nous pensons que le produit est excellent, nous voulons le faire marcher cette fois-ci. Ils pourront également, deuxième changement majeur, choisir librement le terme de la garantie et donc adapter l'horizon du produit à l'échéance de leur projet personnel. Moi, je crois à la liberté de l'individu, je crois à la liberté du citoyen. J'ai toujours considéré qu'ils savaient beaucoup mieux faire les choix que nous-mêmes et qu'on n'était pas là pour dicter aux gens leurs choix en disant voilà, c'est obligatoire, tel horizon, tel terme, tel rendement. Non, le rendement sera transparent et l'horizon de temps, vous le choisissez. Je pense que c'est un élément clé de la garantie du succès de ce fonds euro-croissance que de laisser à l'épargnant la possibilité de choisir le terme de la garantie et d'adapter l'horizon du produit à l'échéance de son projet personnel. Si vous voulez financer les études de vos enfants alors que vous venez d'avoir des enfants, vous choisissez un horizon de temps très long. Vous avez un projet d'épargne, vous dites je veux pouvoir financer les études de mes enfants d'ici 15 ans ou 20 ans, vous choisissez un horizon de temps très long. Si, à l'inverse, vous voulez financer la rénovation de votre domicile et que vous avez besoin d'une échéance plus courte, vous choisissez une échéance plus courte. Et donc, vous adaptez votre projet d'épargne à votre projet personnel. Par ailleurs, l'épargne n'étant plus sécurisée à tout moment, mais en fonction du temps qui a été choisi, l'épargne sera investie de manière plus dynamique, le rendement sera plus important et le montant investi sera bien garanti à l'échéance choisie. C'est la ligne rouge que j'ai toujours refusé de franchir, dont je vous parlais précédemment. La garantie du capital à l'échéance choisie est, à mon sens, un pilier absolu des produits d'assurance vie. Et je sais bien que certains appelaient à ce qu'on le remette en cause. Je reste ferme sur mes convictions, comme toujours. Je pense que c'était une erreur fondamentale que de ne pas garantir le capital à l'horizon de temps choisi par l'épargnant, même dans des horizons de placement qui sont un peu plus risqués, parce que vous remettiez en cause ce qui est le contrat de confiance entre les épargnants et les assureurs. Dernier point important, la loi Pacte a aussi diversifié l'offre de produits d'épargne hors de l'assurance vie. Et c'est l'objectif majeur d'une réforme à laquelle j'attache beaucoup d'importance, qui est la réforme des produits d'épargne retraite. Vous connaissiez le panorama de l'épargne retraite avant la loi Pacte, qui s'apparentait à une jungle absolument incompréhensible, avec une offre de produits d'épargne complètement éclatée, extraordinairement complexe, avec des règles différentes pour tous, le PERP, le PERCO, le Madelin, l'article 83, enfin personne n'y retrouvait ces petits, et du coup on avait un succès, on va dire, d'estime sur les produits d'épargne retraite. 200 milliards d'euros d'encours, à comparer aux 1700 milliards d'euros d'encours de l'assurance vie. Je pense qu'il était temps de dynamiser ces produits d'épargne retraite en les simplifiant et en mettant des mêmes règles pour tous. Le 1er octobre dernier, j'ai donc lancé les nouveaux produits d'épargne retraite, PER, plus simples, plus souples, plus avantageux. C'est votre intérêt aussi que ces plans d'épargne retraite se développent le plus possible. Parce qu'ils vont aussi dynamiser l'épargne des Français, nous permettre de mieux financer notre économie, nous permettre d'avoir plus de croissance et plus de prospérité. D'abord, ces produits sont plus simples. Les règles sont les mêmes pour tous. On garantit donc l'égalité des règles sur les produits d'épargne retraite. Rien n'est plus révoltant que de voir des règles différentes sur des produits d'épargne retraite suivant la fonction que vous occupez ou le type d'activité que vous exercez. Je trouve que c'est injustifiable. Cette fois-ci, modalité de sortie, modalité de transfert, règles fiscales, c'est la même chose pour tous pour garantir l'équité de ces produits. Ensuite, ce sera plus souple. L'épargne est entièrement portable d'un produit à l'autre. Ce qui veut dire que si vous changez de métier, vous gardez le même produit d'épargne retraite, vous n'avez pas besoin de faire de changement, vous n'avez pas besoin de complexité administrative. J'y attache beaucoup d'importance par souci de cohérence dans les discours que nous adressons à nos concitoyens.
On ne peut pas dire aux Français, vous allez avoir 4, 5, 6 vies professionnelles différentes parce qu'il faut changer de métier, parce que les métiers changent très rapidement, mais dans le même temps, on ne change pas les produits d'épargne retraite. Donc à chaque fois que vous changerez de métier, il faudra changer de produit d'épargne retraite avec des règles différentes. Non, il faut garantir la portabilité des droits. Il faut garantir la sécurité et la simplicité aux Français. Alors ça demande beaucoup de boulot, je ne vous le cache pas, c'est compliqué, ça fait travailler le Trésor, ça fait travailler le ministère des Finances, ça vous fait travailler vous aussi, mais c'est pour le bien collectif, c'est pour la simplicité de la vie des Français. Et donc c'est une excellente chose que ces produits soient portables pendant l'intégralité de votre carrière professionnelle. Deuxième chose sur cette souplesse, c'est les épargnants qui vont choisir s'ils sortent en capital ou en rente sur leur épargne volontaire. Ça fait l'objet de débats infinis, je le dis pour Pierre Graménia, qui doit être tout à fait stupéfait, que je sais que ça a été fait au Luxembourg. Mais en France, on veut toujours faire le bien des autres à leur place. Je pense que les gens savent très bien faire leur bien à leur propre place et qu'ils n'ont pas besoin que les pouvoirs publics viennent s'en mêler pour dire « je vais vous protéger contre vous-même ». Au cas où vous auriez une mauvaise idée, vous serez obligé de sortir en rente. Mais c'est l'assurance que le produit ne marchera pas. C'est votre épargne. C'est vous qui avez épargné, eh bien vous en faites ce que vous voulez. C'est ma conviction. Et contre tous ceux qui continuent à me dire « mais non, vous auriez dû les obliger à sortir en rente », votre épargne volontaire, vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez sortir en rente, vous sortez en rente, vous voulez sortir en capital, vous sortez en capital. À vous de choisir si vous voulez choisir la rente ou le capital. Même chose sur le déblocage. Qu'est-ce qui vous interdit de débloquer librement? Je parle de l'épargne volontaire, le compartiment volontaire de l'épargne retraite. Pourquoi est-ce qu'on interdirait à l'épargnant de le débloquer en cas de coup dur, ou s'il veut acheter sa résidence principale, ou s'il a un accident de la vie? Enfin, c'est un obstacle insurmontable au développement des produits d'épargne retraite. Comment voulez-vous expliquer à quelqu'un de 25 ou de 30 ans, mettez-vous en place un produit d'épargne retraite, mais vous n'aurez jamais le droit d'y toucher? Si on épargne, que c'est votre épargne volontaire, et que vous avez envie en moment de la débloquer pour acheter votre résidence principale, ou parce que votre femme est décédée, ou que vous avez un gros coup dur dans la vie, enfin, je ne me vois pas empêcher les épargnants de le débloquer librement. Et par ailleurs, c'était possible dans certains contrats et impossible dans d'autres. Comment est-ce que vous justifiez ça? Donc nous avons unifié les règles. Chacun sera libre, en fonction de ses circonstances particulières, de débloquer son épargne. Nous avons également prévu un avantage fiscal, il faut toujours une incitation. Et donc sur ces sommes, toujours les sommes versées volontairement, sur un nouveau produit d'épargne retraite, quel qu'il soit, elles seront déduites de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Donc j'espère que les épargnants nous entendent, c'est un avantage fiscal considérable que nous avons offert aux épargnants. Toute l'épargne volontaire que vous mettez sur votre produit d'épargne retraite est déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Alors, il y a quand même un plafond, parce que tout de même, il faut mettre des limites à la générosité publique. Je rassure Pierre qui dit ça y est, encore les Français qui dépensent de l'argent public, en veux-tu, en voilà. Donc nous avons quand même mis un plafond, mais la déduction est importante, elle est très élevée et donc fiscalement avantageuse. L'objectif, il est donc clair, attirer les épargnants vers les produits d'épargne retraite. Moi, j'ai fixé un objectif que je pense que la politique demande aujourd'hui d'avoir des directions claires, de la détermination et des objectifs chiffrés. Et si on n'atteint pas les objectifs chiffrés, eh bien, il faut en tirer toutes les conséquences et corriger les choses. Mon objectif, c'est de passer de un peu plus de 200 milliards d'euros d'encours aujourd'hui à 300 milliards d'euros d'encours d'ici la fin du quinquennat. C'est dans 2 ans et demi, donc il faut faire vite pour atteindre ces 300 milliards d'euros d'encours du produit d'épargne retraite qui est bon pour les épargnants. Ces produits, que ce soit l'assurance vie ou les produits d'épargne retraite, ils sont indispensables pour financer notre économie. Et quand on regarde aujourd'hui la situation, je pense que l'on voit très clairement que la question du financement de l'économie est devenue un enjeu stratégique, national et européen. National parce que je rencontre encore trop de PME qui ont réussi, qui veulent lever des tickets de 5, 10, 15 millions d'euros, et puis ensuite de 50, 80 ou 100, les premiers tickets, elles les trouvent, les seconds, impossible. Et ça me désole de voir que des très belles entreprises françaises qui veulent lever 100 millions d'euros sont obligées de s'adresser de l'autre côté de l'Atlantique pour trouver un ticket à 100 ou 200 millions d'euros. Alors j'ai le plus grand respect pour les fonds d'investissement américains, mais je trouve que ce serait bien que nous puissions trouver les mêmes financements en France ou en Europe.
Plusieurs assureurs se sont engagés pour faciliter ce financement. Je rappelle que le 13 septembre dernier, devant le président de la République, les assureurs se sont engagés à investir 5 milliards d'euros en faveur des entreprises technologiques. Et je tiens à profiter de notre rencontre aujourd'hui pour vous remercier de cet engagement et pour vous dire que je vous propose de vous retrouver à la fin de l'année pour que nous définissions la feuille de route qui permettra le déploiement de ces investissements de 5 milliards d'euros pour les entreprises technologiques. C'est une première étape, mais c'est une étape qui n'est pas suffisante. Je pense que nous devons viser à terme 20 milliards d'euros d'investissement en fonds propres dans les entreprises d'avenir. Donc on doit passer de 5 à 20 milliards d'euros en cumulant financement privé et financement public. Cette priorité, et je profite de la présence de Pierre Grabegna pour le redire, doit être une priorité au niveau européen. Une des questions qui m'occupe beaucoup, c'est la question du digital et des géants du digital. Et une des questions que je me suis toujours posée, c'est pourquoi est-ce que Google, Amazon, Facebook sont nés aux États-Unis et pas en Europe? Il n'y avait aucune raison pour que ça ne naisse pas en Europe. Aucune. Il y a plusieurs raisons réglementaires, mais il y a une raison financière, et une seule. C'est qu'il n'y a pas d'union de marché de capitaux. Et que donc, lorsque vous voulez développer des grands projets, si on veut une Europe qui pense grand, soit capable de financer des projets qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros, et pas simplement en centaines de millions d'euros, il faut une union des marchés de capitaux. Nous avons, avec mes homologues allemands et néerlandais, reçu le rapport du groupe à haut niveau présidé par Fabrice de Marigny, qui regorge de très bonnes idées. Il faut que nous bâtissions cette union de marchés de capitaux dans les 3 ans qui viennent. Il faut que cette union de marché de capitaux soit une union pour l'épargne et l'investissement durable, pour que les gens comprennent ce que nous construisons derrière cette union, c'est-à-dire de nouvelles capacités d'épargne et un investissement dans une production qui doit être évidemment durable. Nous devons, pour faire aboutir ce projet, réviser de manière intelligente la directive qui vous tient le plus à cœur de toutes les directives, la directive Solvabilité 2. Qui est une question clé pour le succès du financement des projets économiques européens. Ce n'est pas uniquement, j'essaie à chaque fois de remettre ça dans un cadre plus global, parce que j'attache beaucoup d'importance aux assureurs, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière les assureurs. Ce qu'il y a derrière les assureurs, c'est le financement de l'économie. Si on rate Solva 2, on rate le financement de notre économie. Et si on rate le financement de notre économie, on se met en situation de dépendance technologique vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de la Chine. C'est ça l'enjeu. Et c'est ça qui mérite la mobilisation totale de la puissance publique française et, je l'espère, d'autres partenaires européens pour réussir la révision de la directive Solva 2. Il faut préparer cette échéance, la préparer avec vous, la préparer avec nos partenaires européens et porter le fer. Je dis bien porter le fer avec beaucoup de détermination, parce que l'enjeu derrière, ce n'est pas simplement le développement du secteur assurantiel, c'est le financement de notre économie nationale et européenne. Je vois 2 priorités. La première, sur laquelle je passe rapidement, c'est le renforcement de la supervision des activités transfrontalières, alors que la défaillance de certains assureurs établis à l'étranger et opérant en libre prestation de services a mis en grande difficulté de nombreuses entreprises françaises, notamment dans le secteur du bâtiment. C'est une situation qui est inacceptable. Nous devons donc renforcer le cadre de régulation pour que les activités conduites en libre prestation de services soient supervisées beaucoup plus strictement. C'est une question de sécurité, c'est aussi une question d'équité pour le monde de l'assurance. Mais surtout, le deuxième point, qui est sans doute le point le plus stratégique, c'est de réviser les règles liées à la charge prudentielle et à la détention d'actions par les assureurs. Ces règles, aujourd'hui, sont absurdes. Et elles sont totalement contradictoires avec nos objectifs. On ne peut pas demander aux assureurs d'investir plus dans les actions, donc dans le financement de l'économie, et en même temps charger la mule sur les règles prudentielles liées aux actions. Enfin, il faut faire un choix. Soit on dit, écoutez, le financement de l'économie, on renonce, et donc les actions, c'est dangereux, et on met des règles prudentielles extraordinairement strictes, et puis on ne développera jamais le marché action des assureurs. Soit, au contraire, et je crois à la deuxième option et pas à la première, on dit qu'il faut que les assureurs participent plus au financement de l'économie et qu'on développe
le financement par action, et dans ce cas-là, il faut des règles prudentielles qui soient beaucoup moins contraignantes que ce qui existe aujourd'hui. Nous avons déjà obtenu, je le rappelle, avec le soutien des Pays-Bas, une mesure d'allègement de la charge prudentielle liée à la détention d'actions sur le long terme. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Mon objectif, c'est que ce choc de 22% s'applique plus largement et plus simplement à la détention de toute action participant effectivement au financement de notre économie. Donc vous voyez que je fixe un objectif ambitieux d'allègement de la charge prudentielle liée à la détention d'actions, plus simplement pour les actions de long terme, mais pour toutes les actions sur le financement de toute l'économie française, un allègement de 22% de cette charge prudentielle qui pèse sur les assureurs et qui bloque le développement des actions et donc du financement de l'économie en France. Au niveau international, la France continuera à défendre les mêmes convictions, avec ce souci de cohérence qui m'anime. La régulation des assurances, vous le savez, va devenir un enjeu de coopération au niveau du G20. Nous avons des discussions sur le développement d'un standard international de capital en assurance qui ont lieu aujourd'hui au sein du Conseil de stabilité financière. Comme souvent au niveau multilatéral, je vous rassure, les discussions sont compliquées entre l'Europe, qui a toujours le cadre le plus sûr, unique et harmonisé, et d'autres juridictions qui n'ont à l'heure actuelle qu'une réglementation parcellaire. L'objectif, c'est évidemment d'aboutir à un standard qui soit favorable aux assureurs européens. C'est tout de même pas compliqué de comprendre que dans une négociation multilatérale, dans le cadre du G20, c'est vrai pour les assureurs, c'est vrai aussi pour le secteur bancaire, notre rôle, c'est de défendre nos assureurs, nos banquiers, nos industries, nos secteurs économiques, et pas toujours d'ouvrir tout grand nos portes à des concurrents qui ne seraient pas soumis aux mêmes règles prudentielles ou aux mêmes obligations réglementaires. Donc nous voulons donc un cadre qui garantisse des conditions de concurrence équitable entre toutes les juridictions. Il n'est pas question de faire du désarmement unilatéral, dans ce domaine. Voilà les quelques convictions que je voulais vous donner. Pour les résumer, l'assurance est un secteur stratégique de notre économie et, je dirais, de la cohésion sociale française. Puisque vous drainez une grande part de l'épargne des Français, vous êtes aussi comptable de la cohésion de la société française. Nous avons une situation économique radicalement nouvelle, qui appelle des changements. Pas de panique. Pas de panique. De la sérénité et de la vision de long terme. Voilà ce dont nous avons besoin. Les produits d'assurance vie classiques ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Ça n'est pas vrai. Notre rôle n'est pas de pousser des cris d'orfraie en disant tout ça est dramatique. Notre rôle, c'est de dire voilà la situation, analysons-la lucidement et ouvrons des perspectives nouvelles. C'est ce que je fais aujourd'hui devant vous. On garde des fonds classiques avec des rendements sécurisés, mais qui seront forcément plus faibles puisque les taux d'intérêt vont rester probablement durablement bas. Et on travaille tous ensemble à offrir des nouveaux produits. Des produits qui financent notre économie et des produits qui donnent plus de liberté aux épargnants et plus de rentabilité aux épargnants. Et moi, ce que je vous demande, c'est de nous aider à développer ces produits. Et le travail que je fais de mon côté, c'est de les simplifier, c'est de mettre des allègements fiscaux qui les rendent plus attractifs, et c'est de vous garantir que je vais me battre pour que les règles prudentielles européennes soient adaptées à cette évolution des produits. Il faut que les règles prudentielles européennes nous permettent de réussir cette reconquête du financement de l'économie française et l'économie européenne qui est indispensable à la puissance économique française, à la puissance économique européenne et à la place que nous occuperons au XXIe siècle entre la Chine et les États-Unis. Merci à tous et très bons travaux cet après-midi.